AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, on parle de l'engagement contre un sujet très grave, un fléau. Il s'agit des violences sexuelles. Oui, il s'agit des violences sexuelles. Bonjour Jean-Marie, bonjour Hélène Devin, on se retrouve tout à l'heure après cette chronique. Alors, certains sont allergiques aux chiffres, pas moi. Car les chiffres sont un indicateur précieux d'une situation à un moment donné. Ils permettent d'évaluer le contexte et son évolution. En matière de violences sexuelles, les chiffres sont implacables. Selon le ministère de l'Intérieur, 75 800 faits d'harcèlement sexuel et de violences sexuelles ont été constatés en 2021. Les déclarations de violences sexuelles ont augmenté de 33%. Seuls 0,6% des viols déclarés par des personnes majeures font l'objet d'une condamnation. 3 affaires sur 4 sont classées, 80% des victimes ne portent pas plainte, 40% seulement d'entre elles acceptent de demander de l'aide. Alors que se passe-t-il? La parole s'est libérée, dit-on. L'écoute est plus que jamais active. La France est le premier pays à avoir créé une nouvelle infraction d'outrage sexiste pour agir contre le harcèlement de rue. Les moyens numériques ont été mis en place et le traitement des violences est affirmé comme une priorité pour les enquêteurs et leur hiérarchie. Je cite, « sont attendus une célérité particulière, l'information rapide du parquet et l'absolue proscription du recours à la main courante ». Alors pourquoi rien n'avance alors que tout semble progresser? Collectivement, avons-nous réellement pris en considération les violences faites aux femmes? La justice est-elle adaptée aux nouvelles attentes de la société? Que dire en effet de cette présomption d'innocence que l'on oppose aux femmes qui dénoncent, comme si elles brisaient un principe fondamental figé dans le marbre et qui serait interdit de fissurer? Que penser de la notion de consentement qui n'est toujours pas inscrite dans la loi? Comment alors le faire accepter? Comment le faire appliquer, l'expliquer, lui donner un contour, une forme, un cadre? Que penser de la prescription qui efface les victimes de tous les procès qu'elles sont en droit d'espérer après avoir difficilement parlé, je dirais même presque avoué, tant les difficultés pour le faire sont grandes, tant le regard sur leurs paroles est suspicieux. Qu'avons-nous gagné? Des formations à l'écoute et à l'enregistrement des plaintes, des mots comme celui de féminicide qui reconnaît et qualifie des crimes de genre, une nouvelle génération qui n'acceptera plus ce que leurs aînés ont banalisé, une solidarité féminine dans les épreuves que l'on appelle joliment sororité. Que reste-t-il à gagner? Une société, une justice qui reconnaissent pleinement les violences faites aux femmes et aux enfants et les crimes sexuels, sans préjugés de genre, sans opprobre social et sans minimisation des dégâts. Une éducation revisitée, sans laquelle le changement profond ne sera pas possible. Je rappelle que 2/3 des jeunes de moins de 15 ans ont accès à la pornographie avec ce qu'elle prépare d'inacceptable et d'acceptation au viol. Il reste aussi à gagner un pouvoir institutionnel et politique qui reconnaissent et qui admettent que ce qui est en train de se jouer, en particulier grâce à la pression et à la voix des femmes, est une nouvelle façon de penser, d'interagir en société et dans l'intime. Et pour les femmes, il reste à triompher de la honte et à accueillir la force libératoire de la parole. Parler, c'est retrouver sa puissance, sa légitimité, c'est reprendre les rênes de sa vie, de son destin, de sa liberté. Bonjour Hélène, je suis heureuse de vous recevoir ce matin. Vous venez de publier aux éditions du Seuil Impunité, un livre sur un des hommes les plus connus de France, accusé par plusieurs dizaines de femmes d'harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Cet homme, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Il a présenté le journal télévisé le plus regardé de France durant près de 30 ans. Je dois préciser par obligation et en vertu des dispositions du Code de procédure pénale qu'à ce jour, il bénéficie de la présomption d'innocence. Alors tout d'abord, Hélène, j'ai envie de vous demander comment allez-vous? Comment allez-vous après ce marathon médiatique qui est le vôtre depuis quelques jours? Bonjour Muriel, d'abord. C'est à la fois grisant et difficile. C'est pas quelque chose qu'on a envie d'exposer publiquement, ce que je raconte. En même temps, je l'ai fait dans la presse, je l'ai fait dans un livre, mais je l'ai pas fait toute seule. Et même ce livre, je l'ai écrit, mais il est plein de la force des femmes qui sont dedans, qui sont les femmes qui ont témoigné comme moi contre Patrick Poivre d'Arvor. Et Muriel, on sait que vous en êtes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez parlé de sororité, je sais que c'est un écho particulier dans le studio ce matin. Oui, c'est un écho particulier. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces femmes qui vous accompagnent dans ce livre et dans la vie. Alors, cette affaire, on la qualifie du plus grand MeToo français. 33 femmes ont spontanément témoigné auprès des autorités. 21 ont porté plainte, dont 11 pour viol, et une pour viol sur mineur. Au total, 90 témoignages ont été collectés. Alors, est-ce que vous pensez que cette affaire va changer le traitement des violences sexuelles en France, Hélène ?
changer le traitement des violences sexuelles en France, c'est un travail de longue haleine. En tout cas, moi, je fais tout pour participer à ce travail. Cette affaire, elle est exceptionnellement saillante par la durée de l'impunité, par l'ampleur de la délinquance sexuelle, par le nombre de victimes, et aussi par la banalité du classement sans suite et de l'impunité dont a bénéficié notre agresseur. Alors aujourd'hui, on relance le débat du classement, du débat sur la prescription. Il y a un nouveau mot qui est apparu, dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est la sérialité. Alors on sait bien que la sérialité, ça ne modifie pas les règles, parce que les faits prescrits sont prescrits, la prescription reste acquise. En revanche, cette notion de sérialité peut être prise en compte, elle permet de mener une enquête et peut-être de trouver d'autres victimes. Est-ce que cette porte qui s'entrouvre, c'est un levier novateur? Pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette sérialité? Alors, la sérialité, c'est un mot un peu savant pour parler des criminels qui font toujours la même chose, c'est-à-dire qui ont un mode opératoire. Et là, on est dans ce cas-là. Il y avait ce qu'on a appelé entre nous le coup du plateau, c'est-à-dire que des jeunes femmes étaient invitées à assister à un 20h. Ensuite, on les amenait dans le bureau quand il n'y avait plus personne dans la rédaction. Et là, elles étaient agressées ou violées. Avec la sérialité, il y a un mot qui s'appelle la prescription glissante. La loi permet de le faire pour des mineurs, c'est-à-dire de reprendre les infractions, même anciennes, et de les examiner quand elles sont faites par le même homme, de la même façon. Et ça pourrait éventuellement être une piste et pouvoir s'appliquer pour les majeurs, puisque dans le cas de l'affaire qui nous intéresse, il y a quelques mineurs, mais il y a essentiellement des majeurs. Je crois que tout mettre sur le répressif, c'est aussi une erreur. Parce que cette histoire, c'est pas qu'une histoire de justice ou d'impossibilité de rendre la justice. C'est pas qu'une histoire de technique du droit. C'est une histoire de toute une imprégnation sociale, de tout un milieu. C'est une histoire du vedettariat, c'est une histoire du pouvoir, c'est une histoire de la domination et de tout ce qui a permis que des faits graves se déroulent pendant des dizaines d'années sans que personne ne puisse entraver le système. Et alors, sur ce système qui n'a pas été entravé, vous auriez envie de nous dire quoi? De façon particulière de ce qui s'est passé chez TF1? Moi, je suis partie du silence. C'est-à-dire que on n'a pas toutes les femmes qui ont témoigné dans cette affaire n'ont pas toutes été silencieuses. Certaines ont parlé à leurs proches, certaines ont parlé à la presse. Il y avait même eu un article dans un journal qui décrivait un satire à TF1 et qui racontait le viol d'une lycéenne de 16 ans. Rien n'a eu de l'effet. C'est-à-dire que l'homme a continué à faire exactement la même chose sans être empêché, jamais. Je pense qu'il y a quelque chose à changer dans la façon dont on reçoit les femmes qui témoignent. C'est-à-dire que tout le monde est contre le viol. On est contre le viol, on est contre le meurtre, on est contre la barbarie, on est globalement contre le viol. Mais quand une histoire précise se présente, quand une femme vient dire « moi, il m'est arrivé ça », immédiatement, et de façon, je dirais, aussi forte qu'on a une répulsion contre le viol, on a une répulsion contre cette parole des femmes qui parlent. Et on a pu l'attester, nous, en vrai, dans le réel. C'est-à-dire que, et pourquoi vous parlez si tard? Et est-ce que c'est bien vrai? Et immédiatement, ce qui s'est passé quand Florence Porcel a parlé, c'est que la presse a ouvert un boulevard à la défense de Patrick Poivre d'Arvor. On l'a entendu lui, longuement, on a entendu ses avocats, on a entendu ses amis, on a entendu tout un tas de gens de la télévision, du milieu, qui venaient dire il faut écouter la parole des femmes, mais il n'a jamais contraint personne. C'est-à-dire, il faut écouter la parole des femmes, mais il ne faut pas les croire. Et ça paraît une position juste. Moi, je trouve que c'est une position un peu radicale. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer. Alors, ce qu'il faut changer aussi, peut-être, c'est les conséquences de la parole. C'est-à-dire que vous avez vécu des moqueries, des insultes. D'ailleurs, on peut dire que Le Monde a d'ailleurs fermé le fil de son journal lorsqu'il a publié des extraits de votre livre. Ces remises en question des propos, ce fait de raconter l'intime, est-ce que ça doit faire partie de l'expérience douloureuse et du combat amené pour les droits et les libertés des femmes? Comment est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que c'est cher payé pour vous? Il y a un coût. Après, dans ce livre, je parle de ce coup et de ce qu'on entend, c'est-à-dire, oui, on est toujours des menteuses ou des salopes. C'est pas compliqué, hein. Le champ sémantique est assez réduit. Je fais avec.
Et d'ailleurs, ça m'amène à poser la question suivante, c'est-à-dire qu'en écrivant ce livre, en votre nom personnel, mais aussi au nom des victimes de PPDA, vous êtes devenu le visage de cette affaire. Cette position, c'est à la fois une responsabilité, mais c'est aussi un engagement. Pourquoi vous avez décidé de vous exposer ainsi? Qu'est-ce qu'on gagne à le faire? Qu'est-ce qu'on perd à faire cela? On perd tout ce dont on a parlé. On gagne de la fierté, de la dignité. Et j'espère, et c'est pour ça que je l'ai fait, que cette fierté et cette dignité, elle est ressentie par oui, par je vous chacune. confirme, elle est ressentie, oui. Et c'est déjà pas mal. Et puis on gagne aussi une guerre des récits. C'est-à-dire que le récit de l'homme grand séducteur, etc., on l'a beaucoup entendu pendant des dizaines d'années. Notre récit à nous, on l'entendait pas. Maintenant, on peut plus dire qu'on savait pas. Alors derrière, page 92 de votre livre, vous dites « J'ai envié celles qui s'en étaient sorties sans être violées, les harceler, les agresser, me renvoyer à ma défaite. Si elles avaient réussi à passer à côté du pire, alors pourquoi par moi? Qu'est-ce que j'avais de trop faible? J'aurais dû résister mieux, me défendre peut-être plus forte ou plus maligne. » Ça m'a touchée, ça m'a frappée, car pour moi, c'est une réponse imparable à ceux qui vous reprochent d'être semi-consentante, manipulatrice, de chercher la lumière, de participer à la mode des dénonciations. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces questionnements? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité de n'avoir pas parlé plus tôt, de n'avoir peut-être pas pu protéger les femmes qui ont été violées après vous? Alors la culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt, non, parce que je ne pouvais pas parler. C'était une mort sociale de parler à l'époque. C'était une mort professionnelle, c'était une mort personnelle. C'est-à-dire que des dizaines d'années plus tard, j'entends ce que vous dites, oui. quoi. Demi-pute en quête de notoriété. Imaginez, quand j'avais 25 ans, j'avais pas les épaules pour porter ça, j'aurais disparu des radars immédiatement. Donc j'ai bien fait de pas parler. Je pense que ne pas parler, j'étais saine d'esprit de pas le faire. Ça, j'ai pas de culpabilité là-dessus. En revanche, la culpabilité de pas avoir su se défendre suffisamment, la honte qui traîne et à laquelle on vous ramène toujours, je pensais m'en être débarrassée. Et le fait de parler l'a réactivé. Alors autour de vous, il y a aussi toutes ces autres femmes qui sont là, qui sont dans votre livre. Est-ce que c'est important, la force des autres avec vous? Elles sont pas seulement dans mon livre, elles sont dans ma vie. Oui. C'est pas important, c'est fondamental, c'est crucial. Elles me portent. Je les porte avec ce livre, mais elles me portent. Merci Hélène. Alors aujourd'hui, sur cette interview, j'ai envie de terminer en lisant la conclusion du rapport de l'officier de police judiciaire qui a recueilli les dépositions. C'est le rapport qui a été remis au procureur et qui lui a permis de classer l'affaire. Dans ce rapport, il dit « Toutes les plaignantes qui ne se connaissaient pas présentaient PPDA comme un prédateur sexuel, abusant de sa notoriété et usant d'un mode opératoire similaire dans l'approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes. » Je laisse nos auditeurs conclure eux aussi sur cette phrase. Et je rappelle, Hélène Devinck, que vous signez Impunité. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci de votre témoignage sur Sud Radio. Il n'y a pas d'engagement sans culture. Muriel Réus, c'est pourquoi vous avez choisi aussi cet engagement-là. Alors, j'ai choisi cet engagement-là et bien sûr, j'engage tous nos auditeurs à lire votre livre, Hélène, publié aux éditions du Seuil, Impunité. Et puis, je voulais vous parler aussi d'une pièce de théâtre qui va se jouer à partir du 4 octobre jusqu'au 30 décembre au Théâtre de l'Œuvre à Paris et qui s'appelle Tout le monde savait. Cette pièce est l'adaptation du roman de Valérie Bacot et de Clémence de Blazy. Elle est produite par Jérôme Fouché, un producteur engagé. Clémence de Blazy, nous la connaissons toutes les deux. Hélène, elle est autrice et elle a témoigné et porté plainte dans l'affaire PPDA. Valérie Bacot, c'est une figure iconique de la lutte contre les violences conjugales. Accusée du meurtre de son mari, Valérie incarne à elle seule un combat. Celui d'une femme pour se sortir de l'emprise de son bourreau, celui d'une mère pour protéger ses enfants, celui d'une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. L'histoire de Valérie, c'est l'histoire d'un silence meurtrier, du dysfonctionnement des institutions, d'une difficulté à entendre et prendre en considération la parole des victimes. Et c'est aussi l'histoire d'une résilience incroyable. Seule en scène, sur le fil rouge du procès, c'est Sylvie Testu, remarquable actrice, qui prend en charge tous les personnages qui traversent la vie de Valérie Bacot. Il faut lire Tout le monde savait, qui sort en poche le 4 octobre. Il faut aller voir cette pièce. Et puis je rappelle, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui ne peuvent rester seules dans cette épreuve de vie que sont les violences, le 3919, la plateforme arrêtonslesviolences.gouv,
toutes les associations dont le job est de les accompagner au quotidien. Et pour les violences sexuelles dans les médias, l'association MeTooMedia, www.metoomedia.org. Merci Muriel Réus, on vous retrouve dimanche prochain à 8h13 pour La Force de l'Engagement. Merci Hélène, merci Jean-Marie. Merci à vous deux. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.